Madame, Messieurs, bonsoir. Comment jugez-vous l'an 1 du gouvernement Sylvestre Ilunkamba? Le porte-parole du gouvernement a dressé un bilan positif sur fond de Covid-19. Comment vous particulièrement vous trouvez ce bilan? Est-ce qu'il est mitigé, il est positif, il est négatif? Nous en parlons dans cette émission avec Dieudonné Moïse, il est cadre du PPRD. Avec lui, nous allons également évoquer cette histoire du forum controversé par le FCC et le CACH, le forum initié par l'Université de Liège à Kinshasa sur la réforme électorale. Est-ce ce forum est-il mauvais, oui ou non? Dieudonné Moïse va répondre à nos questions tout à l'heure. Bonsoir Dieudonné Moïse. Bonsoir monsieur. Vous êtes membre du Conseil national du PPRD, député national honoraire du PPRD, l'ancien parti présidentiel et communicateur du FCC. Tout à fait. Merci. Et avec vous d'abord cette question liée à ce qui s'est passé à Kingabwa dernièrement. On parle de l'existence d'une milice qui a été démantelée par la police. La police n'a pas donné beaucoup de détails là-dessus, mais il semble qu'il y avait des affrontements avec la police. Bon, merci pour la question. Je ne saurais peut-être pas beaucoup m'attarder sur celle-là, puisque nous avons tous suivi comme Congolais ce qui s'est passé déjà à Kingabwa depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Je me rappelle que plusieurs fois je suis revenu sur cette question dans les réseaux sociaux, sur l'internet, avec plusieurs de mes tweets d'ailleurs, avec les images à l'appui, où on voyait plusieurs dizaines de jeunes gens pratiquement en train de s'exercer, de faire pratiquement comme une formation militaire ou paramilitaire. Et dans une parcelle, au départ on s'est demandé ça s'est passé où exactement. Mais finalement on va avoir les informations que ça s'est passé à Kingabwa, à Limete, ici dans la capitale. Et bon, et finalement je crois que les services de sécurité ont été informés et nous apprenons qu'ils sont passés déloger ces gens-là. Bon, la police a lancé son communiqué pour informer l'opinion, mais pas sans dire beaucoup plus là-dessus. Bon, la question reste pendante, c'est que cette organisation-là est une organisation subversive, s'il faut dire ça comme ça, et qui porte même atteinte à la paix et à la sécurité. On devrait quand même arriver à identifier les responsables de la parcelle. Il fallait qu'on nous dise clairement qui sont auteurs d'abord intellectuels de ce mouvement-là, de cette bande-là, et puis ils ont existé pendant plusieurs semaines dans une parcelle, qui est le propriétaire de cette parcelle, et je crois que c'est ça qu'il fallait nous dire. Et l'objectif même... La police ne communique pas assez pour donner ces informations quand même. Ces informations. Non, c'était important. Il fallait même que le gouvernement communique là-dessus. Ah, le gouvernement. Même le gouvernement de la République, même le gouvernement provincial devait communiquer là-dessus. Il est vrai que les services de sécurité comme la police peuvent communiquer avec tout ce qui peut avoir comme réserve d'usage, puisqu'ils sont services de sécurité. Vous comprenez par là qu'il y a une certaine confidence qu'il faut garder. Mais le gouvernement devait informer l'opinion, puisque c'est une histoire connue de tous, ce n'est pas une découverte, c'est une histoire qui était connue de tous, et ça s'est parlé, ça se disait, on voyait les images dans tous les réseaux sociaux. Donc il fallait que le gouvernement, surtout le ministre de l'Intérieur, que les politiques s'étaient intéressés. Oui, nous pensons que ces gens-là ne peuvent pas faire cette aventure seuls, hein, et ils ne sont pas seuls, ça il faut avouer, il doit y avoir des politiques derrière. Dans les réseaux sociaux, on attribue ça à l'UDPS. Je ne sais pas les confirmer. Je ne sais pas les confirmer, mais je crois qu'il doit y avoir une mémoire. Tout de suite, le secrétaire général de l'UDPS a réagi. Il a dit on nous attribue des bêtises. Il a qualifié ça des bêtises. Oui, j'ai suivi la réaction. La réaction, même des responsables m'ont envoyé le message. J'ai suivi la réaction. Donc, mais je pense que il faudra que les choses se passent normalement. Vous savez, d'abord, disons clairement que Limete, c'est le fief de l'UDPS. Et l'UDPS, c'est le parti présidentiel. Donc, le parti présidentiel ne peut pas laisser dans son fief n'importe quel mouvement. On parle pas de Kingabwa, le fief de l'UDPS. Oui, mais Limete, Kingabwa est dans Limete, s'il vous plaît. Limete comme commune. Et Limete, sur le plan historique, c'est la commune de l'UDPS. C'est connu comme ça. C'est son fief. Et Kingabwa est dans la commune. Je peux aller très loin pour vous dire que même le président de l'UDPS habite dans le même quartier Kingabwa.
Donc, il y a des choses que nous devons comprendre. Nous avons appris, j'ai suivi, je crois, le ministre de l'Intérieur national dire qu'il a été informé par le président national de l'UDPS. J'ai entendu ça comme ça. Le ministre de l'Intérieur l'a dit. Bon, qu'est-ce qu'il a attendu pour en informer l'autorité simplement il y a 2 jours? Puisque c'est une affaire de longtemps. Et je suis certain que toutes les autorités sont dans les réseaux sociaux. Si pas tous, toutes, mais du moins la majorité. Et il n'y a rien qui s'est fait. Mais pourquoi ça a traîné si longtemps? Je crois, et pour chuter, puisque j'ai dit que je ne peux pas m'éterniser là-dessus, pour chuter, je crois qu'il faut que l'on mette du sérieux dans ce que l'on fait, qu'on restaure l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, et c'est curieux qu'une telle aventure puisse se passer ici même dans la capitale et siège des institutions où vous avez des mouvements pareils pendant plusieurs semaines en train d'œuvrer sans inquiétude, sans quoi que ce soit. Et comme vous l'avez dit, nous avons entendu qu'il y aurait des échanges, des tirs entre la police avec qui? C'est ça, il faut s'interroger. Est-ce que c'est avec ces miliciens ou c'est avec d'autres personnes qui sont allées à la rescousse? Je crois qu'il y a un peu tout ça. Hein? On ne peut pas comme ça résister devant les forces de sécurité. Dans la capitale, c'est de l'insécurité. Pas simplement pour la population, mais pour les institutions de la République. Cette question nous conduit à parler de l'an 1 du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Déjà sur le plan sécuritaire, on estime qu'il y a des problèmes. Si à Kinshasa, il y a des problèmes. À Lubumbashi, il y a eu des problèmes sécuritaires. À Lubumbashi, à la frontière avec la Zambie également, à Kasumbalé, ça a des problèmes. Est-ce que ce bilan, de manière générale, comment vous voulez trouver, parce qu'il a été présenté par le porte-parole du gouvernement dernièrement? Bon, le porte-parole a eu ce mot pour présenter le bilan du gouvernement. Nous comprenons qu'il est membre du gouvernement. Il est dans notre coalition, comme moi-même qui le dis. Mais je peux avoir une lecture en tant que communicateur du FCC, mais aussi en tant qu'analyste politique. Je crois qu'il s'agit d'un bilan mitigé. C'est mitigé, oui. Il ne faut pas qu'on s'élève, qu'on puisse tromper l'opinion. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites, mais comme il y a eu aussi beaucoup d'avancées sur certains domaines, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Et comme nous sommes à mi-chemin, une année après, peut-être avec la période avant le gouvernement, on est à plus d'une année, un peu plus d'une année, je crois qu'il y a le temps qui nous reste, environ 3 ans ou 2 ans. Est-ce que vous utilisez les mots mitigés pour jouer à l'apaisement? Non, pas à l'apaisement. J'ai dosé l'échec que vous refusez. Non. Je crois que je dose bien mon appréciation. Je ne voudrais pas parler de l'échec comme je ne voudrais pas aussi parler de la réussite. Mais je pense que c'est un bilan mitigé où vous avez les hauts et les bas. Presque à tous les niveaux, vous avez évoqué le cas sécuritaire. Sur le domaine, dans le domaine sécuritaire, vous avez des hauts et des bas. Et je crois qu'il y a un peu de soubresauts un peu partout, à l'est du pays. Dans le Katanga, vous l'avez évoqué. Même à Kinshasa, au-delà de cette bande que nous avons vu être déguerpie par la police, mais il y a aussi les Kuluna qui aujourd'hui refont surface de manière que vous n'avez pas à comprendre. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut. Sur le plan économique, et financier. Je crois que nous vivons des choses aujourd'hui. Il y a la surchauffe du dollar sur le marché, les prix de biens de première nécessité sont en train... Là, vous êtes en train d'illustrer les bas. Oui, non, c'est-à-dire là, ce sont les bas, mais il y a aussi des hauts là-dedans, puisque dernièrement, rappelez-vous que lorsque le taux du dollar est allé au-delà, a franchi la barre de 2000, et la Banque centrale, avec la politique gouvernementale, ils ont fait un effort pour abaisser jusqu'à un peu en dessous de 1700 ou 1800. Bon, c'est aussi un peu des points positifs, mais il y a aussi des points positifs, comme aujourd'hui nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Je crois que vous connaissez ça. Il y a quelques infrastructures que nous voyons être érigées dans la ville. Il y a les bâtiments de l'université de Kinshasa qui ont été réfectionnés, mais il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites, mais par rapport aux attentes de la population, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Ah oui, ça c'est très important. Oui, puisque vous savez, la population a beaucoup attendu dans l'alternance politique. Je crois que lorsqu'on était au début de 2019, la population a poussé son ouf de soulagement en voyant le pouvoir partir de l'ancienne majorité vers l'opposition d'hier, et avec tout ce que nous avions noté comme critique de cette opposition pendant les 2
règne, s'il faut parler de 2 mandats, des mandatures de Joseph Kabila avec sa famille politique, les gens se disaient, bon, il y a lieu d'espérer, puisque tous ceux qui ont passé leur temps à pouvoir critiquer l'action de Joseph Kabila avec sa famille politique vont pouvoir nous apporter du nouveau. Je crois que par rapport à toutes ces attentes, il faut dire que le bilan ne peut pas être qualifié de positif. Je crois qu'il faut parler, être humble pour reconnaître qu'il y a des choses qu'il faut faire. Est-ce que ces attentes de la population n'ont pas été fausses? Des fausses attentes, parce que le gouvernement est hétérogène et un gouvernement de coalition. Non, je crois que la population a son droit de manifester ses attentes. Ce sont des attentes légitimes, il faut reconnaître. Et je ne pense pas que ça soit qualifié des attentes fausses, non. Mais... Qui déçoivent, des attentes qui déçoivent. Vous illustrez que le pouvoir est allé de l'ancienne majorité vers l'opposition. Oui. Et puis il y a des attentes par rapport à ça. Oui, la population a le droit de pouvoir manifester ses attentes. Ça, c'est un droit légitime. Mais le problème, c'est savoir... Ceux qui ont critiqué hier, qu'est-ce qu'ils ont apporté aujourd'hui dans cette gestion? Puisqu'on peut encore comprendre ceux qui étaient là hier, qui étaient déjà critiqués. On peut penser que peut-être ils n'ont pas tellement amélioré, ils sont restés dans leurs habitudes. Mais ceux qui ont passé tout leur temps à critiquer aujourd'hui, on fait quoi par rapport à ces attentes? Je crois que c'est ça la question importante. Est-ce que la population ne manque-t-elle pas l'information que la gestion est un peu partagée entre... Non, la population est informée. La population est informée que la gestion est partagée au niveau du gouvernement. Mais il faut savoir quand même que dans l'action de l'exécutif, il y a une tête. La tête, c'est l'institution président de la République. Monsieur Ambroise, on doit se dire les choses ouvertement. Hier, lorsque ça ne marchait pas, on disait quoi? On disait que c'était Kabila. Oui, mais il avait son Premier ministre à lui. S'il vous plaît. Mais le Premier ministre actuel, il est à qui? C'est le Premier ministre de l'exécutif. Majoritairement FCC. S'il vous plaît, il a été nommé par le président de la République. Il faut le dire ouvertement. Par obligation constitutionnelle. Mais non, pas par obligation. S'il vous plaît. C'est important. Savez-vous qu'il y avait beaucoup de noms qui ont été proposés au Premier ministre et que ces noms ne sont pas passés? Vous l'avez entendu, vous êtes de la presse, je ne vous apprends rien. Et son choix a été porté sur la candidature de Ilunga Ilunkamba. Comment vous pouvez dire que c'est le candidat ou le Premier ministre de quelqu'un d'autre? C'est le Premier ministre du gouvernement national, c'est le Premier ministre qui a été nommé par le président de la République, même s'il peut venir du FCC. Mais puisque vous parlez du FCC, je crois que nous sommes dans une coalition, c'est connu de tous, puisque l'électeur de 2018, en décembre, nous a imposé cette configuration politique pour dire, vous avez la majorité au FCC, au niveau du Parlement, mais vous avez également la présidente de la République que nous confions au cash. Et dans ce cas-là, nous nous retrouvons dans une coalition où nous devons co-gérer le pays ensemble. Donc, je ne pense pas que ça puisse être une surprise pour la population. La population le sait. Mais ce qui est malheureux, c'est que nous avons passé beaucoup de temps. Il faut le dire. Nous avons passé beaucoup de temps dans cette année. Beaucoup de temps à nous chamailler au sein de la coalition. Ah, ok. Il faut le reconnaître. Oui, moi je dois le dire ouvertement. Vous savez que j'ai toujours un franc-parler. Nous avons passé beaucoup de temps à nous chamailler puisque il y a des gens qui ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié de mettre l'homme au centre de l'action gouvernementale. Rappelez-vous que lorsque ce gouvernement Ilunga Ilunkamba entrait en fonction, d'abord la querelle importante a été entre le président, la présidence de la République. Je ne parle pas de l'institution président, je parle de la présidence de la République, essentiellement avec son directeur de cabinet, avec certains membres du gouvernement qui entraient, notamment le ministre des Finances, où on était en train de discuter sur cette histoire de financement de ce qu'on a appelé programme d'urgence de 100 jours, qui en réalité n'avait pas d'urgence de 100 jours. Il faut le dire ouvertement. Je ne sais pas ceux qui ont mijoté ce plan, ils ont cherché à séduire le président de la République, Félix Tshisekedi, pour lui dire attention, il faut faire quelque chose d'urgent, alors qu'ils avaient un agenda. C'est une action pour marquer, l'opinion. Mais nous avons vu ce qui en est suivi, qui s'en est suivi. Aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des procès. Et on s'est rendu compte que l'agenda du chef n'était pas l'agenda de ces gens-là. Le chef a été séduit puisqu'il pensait faire mieux pour la population en urgence, mais alors que des gens qui étaient en train de le pousser vers ce programme, fameux programme de 100 jours d'urgence, ils avaient d'autres agendas et nous avons connu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je ne donne que l'exemple des sauts de moutons, dont on a parlé exécution 3 mois ou 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes à combien de mois? Est-ce qu'il y a réellement urgence?
Et d'ailleurs, je crois que le chef de l'État est même déçu, puisqu'il ne veut même pas inaugurer les sauts de moutons qui sont déjà terminés. Comme celui qui est à côté de nous, même celui de Pompage, même celui du rond-point Mandela. Je crois qu'il est déçu. Et il ne vous dira peut-être pas, ça c'est moi qui le dis, je ne suis pas dans sa conscience. Mais simplement, nous constatons, vous et moi et toute la population congolaise, qu'il a été induit en erreur. Alors, ce gouvernement qui entre sur ces fonds-là d'un programme d'urgence, qui est obligé d'intégrer un programme qui n'a pas été mûri au niveau du gouvernement, dans le programme général du gouvernement qui a été défendu et présenté au niveau de l'Assemblée nationale, se voit dans une histoire d'aventure où vous avez le décaissement l'exécution plutôt des travaux qui ne suit pas le décaissement au niveau du trésor public. Et ça a été dénoncé. Donc, dans ces conditions-là où vous avez un programme pratiquement suivi par l'institution présidence, disons, la présidente de la République, pas l'institution, la présidente de la République, et vous avez un programme suivi par le gouvernement, et quelque part vous avez des sons discordants entre l'exécutif et les responsables au niveau de la présidence. Vous comprenez qu'on a passé plus de 6 mois à se bagarrer pour ça, mais on a continué encore la bagarre, s'il vous plaît, on a continué la bagarre, même au niveau des institutions elles-mêmes. Nous avons commencé à nous discuter au sein de la coalition la possession des institutions, ce qui n'est pas normal. C'est connu que le président de la République, institution président de la République, appartient au cash. Et lorsque le président a cherché à mettre sur pied l'équipe qui doit le seconder, qui doit l'aider au niveau de la présidence, le FCC n'est pas intervenu. Le président de la République a choisi essentiellement, vous pouvez faire l'investigation, essentiellement les membres du cash. Et il a constitué son cabinet au niveau de la présidence. Nous n'en avons pas fait un problème au niveau du FCC. Mais nous devons aussi reconnaître avec eux qu'au niveau du Parlement, c'est aussi le FCC qui est majoritaire. Et ces députés du FCC, comme ces sénateurs du FCC, ont été mis à la disposition du président de la République pour dire vous devez accompagner le président de la République, puisque notre constitution prône le mode ou la forme de l'État semi-présidentiel. Donc le président n'a pas tout le pouvoir. L'ont vraiment accompagné. Oui, mais comment voulez-vous que ce Parlement puisse accompagner convenablement? On voit que le Parlement intervient même pour évoquer dans l'Assemblée nationale en plénière la décision, les ordonnances du chef de l'État nommant les mandataires au niveau de la GECAMINE et de la SNCC. C'est cela l'accompagner. S'il vous plaît. Comment voulez-vous qu'une institution comme le Parlement puisse accompagner plutôt harmonieusement le président de la République comme institution, lorsqu'à côté de lui, il y a ces combattants, ces militants qui lui disent tous les jours qu'il faut dissoudre le Parlement? C'est ça aussi le problème, c'est psychologique. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Et même si les gens pensent que le président peut dissoudre le Sénat, le président ne peut pas dissoudre le Sénat. Il peut simplement dissoudre l'Assemblée nationale, c'est constitutionnel. Mais cette Assemblée nationale qui doit accompagner le président de la République, on a dressé l'institution président de la République contre cette Assemblée nationale. On a dressé l'institution président de la République contre le Sénat. Mais alors, le président n'a pas dissous. Non, il n'a pas dissous, mais il y a eu des menaces, vous le savez, même jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne jurent que sur ça. C'est ce qui explique que les députés se permettent de débattre sur les ordonnances. Non. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été correct par rapport à ces ordonnances. Vous évoquez ces ordonnances, je crois, début juin 2019. Mais ces ordonnances nommées qui? Mais, M. Ambroise, nous devons dire les choses ouvertement. Et dans quelles conditions? Nous sommes dans une coalition, s'il vous plaît. Nous partageons le pouvoir entre le CACH et le FCC. Mais ceux qui sont nommés sur cette ordonnance-là ne sont ni des CACH ni des FCC. Vous le savez. Parlons de M. Pungwa Koumanza. Non, mais il a adhéré. Il a adhéré où? Depuis quand? Non, mais nous devons nous dire les choses ouvertement. Il y reste de la mouka jusqu'aujourd'hui. Mais simplement qu'il a fait des yeux doux au président de la République, et le président de la République l'a mis dans un poste au niveau de mandataire. Mais ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit parler au sein de la famille. S'il vous plaît, chez vous, M. Ambroise, s'il vous plaît, je vais terminer par un exemple. Chez vous, M. Ambroise,
avec votre épouse, que je respecte beaucoup, si vous devez recevoir dans la famille M. Mouenzé, vous n'allez pas le faire d'autorité, il faut quand même informer votre épouse, madame. Vous dites aujourd'hui, le soir à 17 h, nous allons recevoir M. Mouenzé. Elle doit en savoir un peu plus, puisque vous êtes aussi dans une forme de coalition avec votre épouse au sein du foyer. Vous estimez que la majorité parlementaire FCC ne jouit pas de cette majorité, si vous permettez la tautologie? Vous ne jouissez pas de votre majorité? Oui, mais je crois que c'est ce qui nous a amené à ce tiraillement, à toutes ces frictions. C'est-à-dire, nos partenaires politiques, essentiellement nos amis du Cash, n'ont pas compris que le FCC est majoritaire au Parlement. Je crois qu'il faut comprendre ça. Malgré tout ce qui est arrivé dans les élections, je suis certain que chacun a un mot à dire par rapport à ces élections de 2018. Moi-même y compris, vous savez pourquoi. Mais lorsqu'il y a eu des résultats proclamés par la CENI et proclamés par la Cour constitutionnelle, nous nous inclinons puisque nous sommes des démocrates. Nous devons d'abord nous démocratiser nous-mêmes avant de démocratiser ce pays et nos institutions. Alors, c'est que vous ne voulez pas reconnaître ces gens qui ont été proclamés comme députés, comme sénateurs par la Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays. Mais vous voulez faire quoi? Et pour revenir à l'an 1 du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, vous dirigez vos projectiles vers le président de la République, mais vous ne regardez pas directement le Premier ministre lui-même qui est de votre famille politique. Non, mais nous savons que au bilan que vous savons que le gouvernement a un chef. Le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Mais il n'est que coordonnateur. Mais chaque ministre est responsable de son portefeuille. C'est la Constitution qui le dit. Chaque ministre est responsable de son portefeuille, de son secteur, de son portefeuille. Donc le Premier ministre n'est que coordonnateur de l'action gouvernementale. Qu'est-ce que tous ces ministres ont fait? S'il vous plaît, monsieur Ambroise, s'il vous plaît. Allez-y. Au départ, lorsqu'on constituait ce gouvernement, on a dit quoi? Attention, on ne voudrait pas entendre les anciens noms. Attention, surtout du côté du FCC, on n'a pas besoin de tel. Parce qu'il y a beaucoup de diables là-bas. On a voulu amener du nouveau, s'il vous plaît. On a voulu amener du nouveau. Vous avez du nouveau dans ce gouvernement. Essentiellement du nouveau qui vient du Cash. Vous voulez qu'on passe profil par profil? Allez-y. Passons à l'essentiel. Allez-y. Non, vous êtes informé. Bon, vous êtes on ne parle pas des profils. Pas des profils, mais on évalue. On évalue l'opinion, c'est même vos téléspectateurs. Je voudrais passer en revue chaque ministre provenant du Cash. On ne parle pas des profils. Dans ces conditions-là, vous voulez avoir quel résultat? Par rapport au bilan, secteur par secteur, vous estimez qu'il y a un secteur d'un ministre Cash qui a vraiment échoué? Mais il y en a beaucoup. Ça n'a pas marché. Il y en a beaucoup, surtout des ministres venant du Cash. Il y en a beaucoup. Vous savez, dans la gestion de la res publica, lorsqu'on gère un pays important, stratégiquement important comme le nôtre, à des dimensions continentales, et qui a une position stratégique au sein du continent, on ne vient pas pour apprendre. On vient avec l'expertise qu'il faut. Je vous informe qu'il faut venir avec l'expertise qu'il faut. Mais lorsqu'on passe en revue le profil de beaucoup d'entre tous ces ministres, vice-ministres, ministres délégués ou quoi que ce soit, j'en ai même entendu un ministre dire qu'il était dans l'opposition tout en étant dans le gouvernement. Vous l'avez entendu également. Mais si déjà les ministres du Cash qui sont dans le gouvernement de la République vous disent qu'ils sont dans l'opposition, que voulez-vous dire des ministres? Quel est le ministre qui a dit qu'il est dans l'opposition? Vous êtes de la presse, je sais que vous voulez me tirer le verre de nez. Vous êtes de la presse, vous le savez. Informez-vous après le passage de cette émission, posez la question à vos confrères, ils vous citeront le nom de ce ministre. Ministre de Cash, je dis bien. Il est dans l'opposition tout en étant dans le gouvernement. Mais que voulez-vous de ces ministres du FCC? Alors, ils deviendront quoi? Une opposition interne. Le Cash qui s'oppose. Mais on ne peut pas être opposant le Cash qui s'oppose. S'il vous plaît, on ne peut pas être opposant. Et le FCC qui s'oppose au Cash. Non, on ne peut pas être opposant d'un gouvernement ou d'un régime tout en étant dans un gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait dans ce gouvernement. Ça veut dire qu'on ne met pas sur la même longueur d'onde avec le programme du gouvernement. Ça veut aussi dire que tout ce que l'on fait comme ministre tous les jours est contraire à l'action gouvernementale. Et à ce moment-là, vous tirez cette action gouvernementale vers le bas. C'est pour cela que nous disons que le bilan est mitigé. Il ne peut pas être positif lorsque vous avez des ministres à l'intérieur qui sont opposants.
Ah, entre eux. Oui, mais entre eux comment? Entre eux comment? Mais il y a cette unité il y a cette unité. On a une illustration importante. Pourquoi on l'appelle équipe gouvernementale? Est-ce que vous pensez que dans une équipe de football, il peut y avoir on sait peut-être la cohésion, mais la cohésion n'a pas été mais c'est ce que nous disons. Ça peut ne pas exister au niveau des familles politiques. FCC est cash, mais pas au niveau du gouvernement. Lorsqu'on a été délégué par sa famille politique au sein du gouvernement pour œuvrer pour le bien de la République, on cesse mais sinon, le ministre Tunda ne se comporterait pas comme il s'est comporté dans ces cas. Mais il n'a pas été opposant au gouvernement. Il n'a pas été opposant avec les lois Minac et des observations unilatérales qui n'ont engagé que lui sans tenir compte de la commission des lois. S'il vous plaît, vous savez d'abord qu'il était président de cette commission de loi au sein du gouvernement. Vous savez également que le Premier ministre lui avait demandé de faire des propositions sur cette proposition de loi qui venait de l'Assemblée nationale. Vous le savez bien. Mais le problème, c'est que sur le plan administratif, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché convenablement. Mais ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ce sont des choses qu'on peut corriger. Et même sur le plan du régime disciplinaire, on ne peut pas nécessairement réclamer sa tête ou demander qu'il démissionne ou qu'il soit révoqué. Il y a toujours la démission n'a pas été provoquée par ça, par la faute administrative. La démission a été mais ça a commencé par quoi? C'est pas cette histoire de loi de Yemei, quand même. De quoi? La déclaration de Yemei, c'est ce qui a fait... Vous pensez que c'est trop grave? Vous pensez que c'est trop grave? Mais le président de la République entend plus dur que ça. Vous estimez que ce n'est pas grave? Non, mais ce n'est pas grave. De dire que j'ai appelé Yemei. S'il vous plaît. J'ai appelé Yemei, il a porté atteinte à quoi? Lorsqu'il dit, quelqu'un dit seulement, j'ai appelé Yemei. Ça porte atteinte à quoi? Ça porte atteinte au chef de l'État qui est le président de la République. Mais ça pouvait être peut-être lui le Yemei. Non. Mais comment vous pouvez ne pas dire ça? Yemei, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais c'est qui finalement? Quelqu'un vous dit j'ai appelé Yemei. Mais est-ce que ça porte atteinte à quoi? C'est sanctionné par quelle loi? Par quel code pénal? Non, s'il vous plaît, on doit dire des choses ouvertement. Je crois qu'il ne faut pas que l'on arrive à mettre dans la tête du chef de l'État une certaine notion de dictature déjà dépassée. Le chef de l'État, tel que je le vois, il est déjà essentiellement démocrate. Il faut le laisser gérer le pays dans cette démocratie. Il en écoute d'ailleurs beaucoup plus grave que ça. Vous savez qu'il y a des gens qui portent même atteinte à sa dignité personnelle. Mais le chef de l'État n'en fait pas cas, puisqu'il est ça pour ça. Dernièrement, s'il vous plaît, j'ai même suivi un message provenant de lui, je suppose, puisque je l'ai trouvé dans les réseaux sociaux, où il disait, on ne peut pas arrêter des gens puisqu'ils ont porté des critiques sur ma personne. Je ne suis pas Dieu et je suis président pour la République et je peux être critiqué par quiconque. Mais j'ai apprécié cette sagesse. Mais vous pensez quelqu'un qui dit, j'ai appelé Yemei, un ministre, c'est un problème, vraiment. Yemei, ça pouvait être peut-être son frère. Problème d'éthique. Quoi? Problème d'éthique. C'est un ministre de la justice. Mais il y a des ministres qui font plus grave que ça. Je vous ai parlé des ministres qui disent qu'ils sont opposants au gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont même opposants au président de la République. Mais ils siègent avec lui au conseil des ministres. Vous reconnaissez que vous avez passé le temps à vous chamailler au sein de la commission. Oui, je reconnais. Il faut que l'on arrête. S'il vous plaît. Il faut que l'on arrête puisqu'on est allé même très loin à nous disputer d'autres institutions. On sait que le cache à la présidente de la République ou l'institution président de la République. On sait que le FCC a le Parlement et même les institutions provinciales, je parle de l'exécutif provincial et des assemblées provinciales, mais on met quelque chose dans la tête du chef pour dire vous ne devez pas vous limiter comme ça, il faut un peu essayer de jeter un coup d'œil sur la justice, il faut essayer de jeter un coup d'œil sur l'armée et sur la police. Non, ça ne peut pas fonctionner. Est-ce que c'est chamaillerie? La justice est indépendante. La justice, ça c'est prôné par la constitution de ce pays. La justice est au-dessus de tout le monde. La justice est indépendante. Elle doit être et demeurer libre. Les forces armées, FARDC ou PNC, il faut les laisser à politique. Il ne faut pas mettre ça dans la tête de l'État pour penser que non, vous n'avez pas le Parlement, alors il faut chercher ailleurs pour vous accompagner. Mais c'est la réaction le Parlement accompagne déjà le c'est la réaction du FCC qui laisse quand même passer ce message. Lorsqu'on nomme au sein de l'armée, le FCC était mécontent. Lorsqu'on a remplacé le général John Numbi, les mécontentements ont été enregistrés beaucoup plus au FCC.
des acteurs politiques. On a vu ce n'est pas le FCC. Les acteurs politiques du Katanga ne sont pas le FCC. Il y en a eu même de la société civile du Katanga, John Numbe du Katanga. Si ses frères, par exemple, des familles peuvent penser que John Numbe ne devait pas quitter ce poste, vous pensez que ça c'est un problème dans la coalition? Ce n'est pas la coalition. Le FCC ne s'est jamais prononcé contre le départ des... Et pour la justice, cet audio de Lambert Mende qui a circulé dans les réseaux sociaux par rapport à la Cour constitutionnelle, je ne sais pas d'abord dire si cet audio est authentique. Il est authentique totalement. Parce qu'il a reconnu. Ok, ça va. Ok, je ne sais pas aussi dire, quand je dis est authentique totalement, ça veut dire tous les mots que j'ai entendus dans cet audio. Je ne sais pas le dire que tous ces mots sont authentiques. Oui, ça je dois le dire. Mais je sais que le président Lambert Mende a réagi par rapport à son collaborateur qui lui soupçonne avoir divulgué ce qu'il appelle le secret d'État ou secret politique par rapport au sein du gouvernement. Mais c'est une appréciation personnelle des gens de Lambert Mende. Lambert Mende n'est pas responsable de la coalition FCC-Cash. Il n'est pas responsable du FCC et il n'a pas parlé dans cet audio au nom du FCC. Il dévoile les manœuvres du FCC. Non, il n'a pas parlé de manœuvres du FCC. Moi, j'ai suivi l'audio. Il a parlé de sa position par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la Cour constitutionnelle et des juges. Il a parlé de sa position et il a parlé de la position de son parti politique. Il a dit ceux qui ont agi ne l'ont pas consulté. C'est ça que j'ai entendu. Et lui pense que on ne pouvait pas agir comme ceci puisque la CCI, c'est son parti politique et tout ce qui se passe au niveau de ces partis politiques, on risque de penser que c'est lui qui le fait. Il n'a pas engagé le FCC. Alors, et il n'a même pas qualité d'engager le FCC. Au sein de l'opinion, vous parlez de chez Amaeri, entre les partenaires au sein de la coalition, au sein de l'opinion, on estime que c'est chez Amaeri, c'est parce qu'un des partenaires est porté vers les aspirations du peuple. Un autre partenaire, lui, le peuple, ça lui dit rien, ce sont ses propres intérêts. Mais allez jusqu'au bout, je voudrais entendre quel partenaire et quel partenaire. Qui est tourné vers le peuple et qui n'est pas tourné vers le peuple. L'opinion, on parle beaucoup, on accuse beaucoup plus le FCC parce qu'on l'accuse d'avoir campagne de diabolisation inutile, s'il vous plaît. Si on n'était pas tourné vers le peuple, on n'aurait pas accepté qu'il puisse y avoir alternance dans ce pays. Vous savez que nous avons écouté. S'il y a des gens qui ont écouté beaucoup plus la population, c'est le FCC d'abord. En 2018, lorsque nous allions aux élections, le FCC était en train d'écouter le peuple. Et nous avions promis, nous l'avions dit, que dans ce pays, il y aura passation civilisée et pacifique de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Puisque nous avions compris que c'était l'aspiration là du peuple. Et nous avons répondu à cette aspiration. Joseph Kabila s'est fait violence. Joseph Kabila n'a pas accepté que par n'importe quel moyen son dauphin puisse passer. Ça, vous le savez. Et aujourd'hui, l'alternance est là. Les gens sont en train de savourer ce fruit de l'alternance. C'est grâce à la volonté d'abord politique de Joseph Kabila. Sous d'autres cieux, peut-être ça ne passerait pas. Je donne les exemples des pays qui nous environnent. Ah, vous voulez parler de la Côte d'Ivoire déjà? Oui, mais je voudrais parler de tous les autres pays, où les gens n'ont même pas accepté de céder à ce chantage de troisième mandat, où les gens ont préparé des dauphins et les ont fait passer. Prenez le cas du Burundi, c'est le dauphin de Kourouziza qui est passé, le feu Kourouziza. Un peu partout ailleurs, vous en avez des leçons. La Mouka, vous direz qu'il y a eu une forte pression et Joseph Kabila n'a pas supporté la pression. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire ça. Vous pensez qu'il n'y a que Joseph Kabila qui ne supporte pas la pression, mais les autres peuvent supporter. Non, il y a aussi un problème de volonté politique. S'il avait dit que je pouvais prendre le troisième mandat, il était parti. Vous pensez qu'il devait se passer quoi? Rien ne pouvait se passer. Peut-être des troubles dans le pays, mais on pouvait dire, bon voilà, il s'est entêté, il a pris le mandat. Alors, comme un peu partout ailleurs, nous l'avons vécu, que ce soit en Ouganda, que ce soit au Rwanda, où les gens n'ont pas accepté un autre mandat après les 2 ans. Alors, les 2 mandats, mais les gens se sont enterrés. Et c'est passé malgré tout ce qu'on a formulé comme critique. Donc, il y a eu la volonté d'abord de Joseph Kabila et de sa famille politique d'écouter la population et de dire nous devons répondre aux aspirations de la population. Donc, il ne faut pas qu'on mette dans la tête des gens ou dans les têtes des gens qu'il y a le FCC qui ne veut pas du bonheur du peuple. Non, le FCC veut le bonheur du peuple. Je vous le confirme. D'accord. Mais ce que les autres qui ont critiqué hier sont en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous suivez quand même les informations? Ne me poussez pas quand même à dire même des choses qui sont connues par l'opinion. Lorsqu'on vous parle de l'explosion budgétaire, on parle d'où?
On vous parle souvent de l'explosion budgétaire. Lorsqu'on vous dit qu'il y a une consommation d'autant de milliards ou de tant de millions de dollars dans une institution. Pas seulement la présidence, mais aussi à la primature. Hein. Dernièrement, on a parlé. Oui, mais on a parlé de la primature peut-être dernièrement, mais un peu avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais comment? Vous savez qu'il y a des faits de contingent. Lorsque vous êtes sur une table, quelqu'un est en train de manger, vous n'allez pas continuer à le regarder. Mais autrefois, on parlait de quoi? Puisqu'aujourd'hui, vous parlez de la primature. Mais autrefois, on parlait de quoi? On parlait beaucoup plus de la présidence. Je ne parle pas de l'institution présidence, je parle de la présidence. Et même, vous l'avez entendu dans les procès de 100 jours, un directeur de cabinet vous dit, quand nous sommes arrivés, nous avons multiplié les salaires par 3. Mais je rappelle l'histoire. Et où est-ce qu'on a encore multiplié par 2? Alors, parce qu'on doit terminer avec ces sujets de l'an 1. On doit se dire des choses. Et aujourd'hui, le train de vie est lequel? Le train de vie est lequel? Déjà la présidence là-bas. Alors, vous voulez qu'on circule le soir dans cette ville? Sérieux-vous? Vous dites ce qu'étaient les gens hier et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Lorsque vous dites que c'est le bonheur de la population, non, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Et l'FCC dans ce schéma voudrait réellement qu'on change et qu'on mette le Congolais au centre de l'action gouvernementale. Lorsque vous dites que le chef de l'exécutif c'est le chef de l'État, c'est pour lui faire... Non, j'ai dit le chef de l'exécutif. Responsabilité. Non, je n'ai pas dit ça. L'hypothèse Rectificatif. J'ai dit le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre. Ça, il faut le dire. Mais je parle simplement de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale est d'abord impulsée par le président de la République. Et j'ai fait l'analogie avec ce qui c'est à lui d'endosser le bilan. C'est à lui d'endosser le bilan. C'est lui qui doit endosser le bilan. C'est lui qui dirige le conseil de ministres. Et c'est lui qui doit endosser le bilan. Oui, mais en principe, c'est cela. C'est là. Il a un contrat. Même si Sylvestre Ilunga voulait le faire échouer, je rappelle. Lui va endosser les bilans. Non, je rappelle ceci. Le choix de Sylvestre Ilunga, c'est le choix du président de la République. Vous ne pouvez pas avoir un premier ministre s'il n'a pas été choisi par le président de la République. Mais il n'a aucun pouvoir pour le révoquer. Il n'a aucun pouvoir pour le révoquer. S'il vous plaît. Mais le fait que vous l'acceptez d'abord, mais puisque vous l'acceptez déjà au départ, c'est-à-dire que vous avez des convictions qui vous poussent à l'accepter. Et le contrat social que le président de la République a avec le peuple congolais l'attend en 2023. Ce n'est pas Sylvestre Ilunga qui va se mettre devant les Congolais pour justifier. Nous devons nous dire des choses ouvertement. C'est lui, le président de la République, qui a eu un contrat social avec le peuple congolais, qui se mettra en 2023 devant ce peuple congolais pour dire, je vous avais promis de faire ceci, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, puisqu'il y a eu ceci, puisqu'il y a eu cela. Je vous ai promis de réaliser ceci, voilà ce que j'ai réalisé, pour telle raison, je n'ai peut-être pas atteint le 100% de ce que j'ai fait. Puisqu'il y a des calculs politiciens pour 2023, puisqu'il y a des calculs politiciens pour 2023. C'est un droit légitime pour chacun. Pour le FCC particulièrement. Pour chacun, pour la MOUPA, pour le FCC, pour le cash. Et le ministre Sylvestre étant du FCC, connaissant qu'en 2023, c'est Félix qui va endosser son bilan. Tous les coups sont possibles pour faire mais l'action. Je vous dis sincèrement qu'il ne va pas endosser ce bilan seul. Je vous ai dit, nous co-gérons l'action gouvernementale. Nous co-gérons la République. Donc d'une façon ou d'une autre, nous serons comptables de cette action gouvernementale. Puisque nous avons plus de 50% de ces ministres dans ce gouvernement. Nous avons la tête de l'exécutif avec le Premier ministre. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes comptables. Mais le problème, c'est que nous demandons que le président de la République, avec ses collaborateurs à la présidence, puisse donner l'impulsion à ce gouvernement, notamment en diminuant par exemple le train de vie des institutions, en commençant par l'institution président de la République et en allant avec les autres institutions pour que la plus-value soit récupérée et dirigée vers le bien-être commun. Alors on voit que c'est ça de plus en plus d'un remaniement qui pourrait arriver d'ici septembre. Est-ce que c'est opportun selon vous? Bon, d'abord, lorsque vous parlez de remaniement, ce n'est pas une nouveauté et puis ce n'est pas extraordinaire. Ça se passe dans tous les pays. Et lorsqu'il y a eu un gouvernement, on sait qu'un jour, ce gouvernement partira ou on sait qu'un jour, ce gouvernement sera remanié. Ça entre dans les pratiques politiques de chaque pays de tous les jours. Et le Congolais n'est pas exonéré, n'est pas épargné. Donc, s'il peut y avoir un remaniement demain pour donner un peu plus de tonus à ce gouvernement,
pour voir qu'est-ce que l'on peut faire, puisque j'ai parlé des trains de vie des institutions. Bon, les gens pensent que plus de 60 ministres, c'est un peu beaucoup, qu'il faut aller à 30 ou à 40, mais ça occasionne un remaniement. Si c'est pour le bonheur du peuple congolais, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Hein? Donc il ne faut pas qu'on puisse s'en offusquer. Non, c'est le remaniement. Même les ministres qui sont dans le gouvernement, lorsqu'ils entraient en 2019, ils savaient qu'un jour ils sortiront. Est-ce que il ne faut pas penser qu'il y a des indispensables. Est-ce que le Premier ministre... Mais si ça peut aller, je termine, si ça peut aller dans le sens du bien-être commun, du bien-être de la population congolaise, je crois que ce n'est pas un acte mauvais. Est-ce que le Premier ministre FCC, le ministre des Finances FCC, prépare-t-il les élections financièrement, les élections de 2023? Ça nous a inquiétés. Ça nous a inquiétés puisque je n'ai pas une lecture convenable du budget 2020. Et s'il y a eu des lignes de crédit prévues pour les élections de 2023, mais chez nous, au FCC, je crois que vous aviez suivi nos communiqués, et à répétition, nous l'avons dit, et nous sommes revenus sur ça pour dire... Pas question de glissement. Nous n'accepterons pas un quelconque glissement. Donc il faut que déjà désormais, le gouvernement de la République puisse penser comment il faut approvisionner de moyens nécessaires pour l'organisation des élections de 2020. Et la responsabilité curieusement, le Premier ministre FCC et le ministre des Finances FCC. Oui, mais curieusement, nous entendons dans le camp de nos partenaires politiques, les gens nous parlaient de 2030, les gens nous parlaient de 2100, bon, je crois qu'il y a certains qui nous parleront de 3000 pour qu'on organise des élections. Mais nous pensons que ce n'est pas normal et ça ne peut pas se passer comme ça. Et vous prenez ça au sérieux. Vous prenez ça au sérieux. Mais ce sont des menaces politiques. Vous ne voulez pas qu'on les prenne au sérieux comment? C'est comme ça que ça commence. Et nous sommes politiques. Un politique prend tout au sérieux. Lorsque vous avez des menaces comme ça, des partisans de la première institution du pays, vous dire que les élections, ce n'est pas maintenant, puisqu'il y a telle raison, telle autre raison, et nous ne pouvons pas aller aux élections. Ils peuvent être contredits par les lignes budgétaires, comme vous l'avez soulevé. Mais c'est ce que nous disons. Il ne faut pas le faire. Le ministre des Finances FCC. Il ne faut pas le faire à dessein. C'est ce que nous disons. Il faut attirer l'attention du gouvernement. Je note là-dessus, et je voudrais attirer l'attention de vos téléspectateurs, que le budget n'est pas l'affaire du Premier ministre seul. Le budget n'est pas l'affaire du ministre des Finances seul. Le budget, c'est le budget du gouvernement. C'est pour cela que le projet de budget qui est présenté à l'Assemblée nationale est un projet voté dans un conseil des ministres. Donc tous les ministres membres s'expriment par rapport à ce budget. Même pour des prévisions budgétaires qui se font au niveau de ce gouvernement, chaque département ministériel amène ses prévisions budgétaires, mais qui doivent tenir compte de cela. Puisque la CENI, d'une façon ou d'une autre, collabore avec le ministère de l'Intérieur, qui est aujourd'hui piloté par le CACH et l'UDPS. Mais il faut penser déjà à ce que l'on puisse allouer des crédits nécessaires pour l'organisation des élections. Et ça, ce n'est pas l'affaire du Premier ministre seul, ce n'est pas l'affaire du ministre des Finances. Le ministre des Finances, lui, n'apprête que les moyens tels que ça a été demandé par le gouvernement. Si vous ne lui demandez rien, il n'apprête rien. Mais si vous lui demandez quelque chose, il apprête. On lui a demandé des fonds pour le fameux projet de 100 jours. Mais il l'a fait malgré lui. Vous savez que quelque part il n'était pas content. Mais il l'a fait malgré lui. Puisqu'il a été même interpellé au sein du Congrès par le président de la République. Pour dire, je demande au ministre des Finances de faire tout, de faire diligence pour disposer des moyens nécessaires afin d'avancer ces travaux. Il l'a fait malgré lui. Vous pensez qu'il était vraiment très content pour exécuter toutes ces lignes budgétaires prévues pour ce programme de santé? En parlant des élections... Donc c'est une action gouvernementale, c'est un budget du gouvernement. Il faut que le gouvernement traduise sa politique par rapport à l'organisation des élections en 2023 au travers de ce budget. Et nous avons dit chez nous, FCC, que si dans ce budget ici de 2021, il n'y a pas de crédit clair pour l'organisation des élections de 2023, ce budget risque de ne pas passer au sein du gouvernement. Oui, il n'y a pas que le problème d'argent, il y a aussi le problème des réformes. En parlant des élections, on parle des réformes, justement. Oui, nous sommes d'accord avec... On est presque à la fin, mais avec les réformes, vous avez boycotté les assises de l'Université de Liège. Nous sommes d'accord pour les réformes électorales. Nous avons dit qu'il faut qu'on apporte du nouveau par rapport à la loi qui organise les élections dans ce pays, par rapport à l'organisation même et le fonctionnement de la centrale électorale plutôt, mais par rapport même à la Constitution, puisqu'il y a des dispositions qui vont toucher même la Constitution. Nous sommes d'accord pour toutes ces réformes, mais nous pensons qu'il y a des institutions dans ce pays. Nous avons eu des élections pour ça.
Et lorsqu'il y a eu des institutions élues qui sont démocratiquement élues dans un pays, il faut laisser ces institutions. Mais ça ne vous empêche pas de réfléchir scientifiquement. Non. Nous avons dit ceci. Les réflexions scientifiques, même si moi-même je suis des produits de l'université de Liège, j'ai dit que l'université de Liège ne peut pas venir nous faire des leçons. Vous savez que nous parlons de réformes. Si nous voulons réformer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe avant, mais à laquelle nous voulons apporter des réformes. Mais si nous voulons apporter des réformes à une loi que nous avons mis en place, nous Congolais, mais pourquoi seulement pour les réformes, on doit nous importer des Belges? S'il vous plaît, on doit cesser avec les tentacules des colonialistes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça. Il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ça. La société civile a adhéré, les confessions religieuses, les partis politiques. Mais quel parti politique extrémiste par rapport à ça. Nous avons vu les chefs de l'opposition descendre de l'avion. Et un jour après, c'est cette délégation qui est descendue venant de l'Europe pour dire il y a eu financement. Vous soupçonnez un lien? Mais comment s'il y a un lien, ce n'est pas une coïncidence. Vous pensez qu'après 7 ou 6 mois ou 7 mois, 8 mois passés en Europe, on peut arriver débarquer aujourd'hui et ça coïncide avec notre débarquement d'une délégation de la Belgique ou de l'Union européenne. Et ces gens ont été financés, vous savez. L'Union européenne ne met pas de l'argent pour rien, même pas la Belgique. Et toute main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mais on doit d'abord nous dire, ceux qui ont mis de l'argent dans ce forum-là, qui se passe à l'église catholique, au centre interdiocésain, toujours l'église catholique. Toujours l'église. Lorsque vous parlez des églises, parlons de l'église catholique. Lorsqu'on a mis de l'argent dans ce forum-là, qu'on nous dise ceux qui ont mis de l'argent ont quoi en retour? Qu'on nous le dise d'abord. Oh, il veut que les choses marchent. Il veut quoi? Les choses marchent au pays. Oh, mais comment? Les Belges vont vouloir que les choses marchent chez nous, ou bien l'Europe va vouloir que les choses marchent chez nous, alors que déjà chez eux, ça ne marche pas toujours. Vous savez que la Belgique a fait plus d'une année sans gouvernement chez eux. Mais vous pensez que tout est rose là-bas? Non, s'il vous plaît. Je crois que le temps de la colonisation est terminé. Et s'il y a des réflexions de notre compatriote Bob Kabamba, que je connais personnellement bien pour avoir eu beaucoup de débats avec lui et dont j'ai toujours apprécié le niveau d'intelligence, mais je pense qu'il ne doit pas être manipulé par les Belges. Hein? Et je sais qu'il est professeur dans leur université, mais il ne peut pas être manipulé pour mettre pratiquement au ridicule les institutions du pays. Nous, au FCC, nous avons dit, nous ne participons pas à ce forum-là. Ce débat-là sur les réformes est un débat purement institutionnel. Ce débat doit se passer au sein des institutions. Vous vous appuyez sur votre... Hier, le cache semblait ne pas nous suivre. Puisque ceux qui ont commencé, qui ont fait le lit de ce forum, vous les connaissez. Ce sont les 13 personnalités-là. Et autrefois, je me demandais qui sont certains députés de la majorité. Oui, mais c'est ce que je dis, mais qui n'ont pas eu le quitus du FCC. Je crois avoir déjà dit ça. Donc, qui se battent contre les intérêts du FCC. Mais comment? Ils sont dans leur démarche personnelle. Vous savez qu'au-delà de la démarche familiale, il y a une démarche aussi personnelle de chaque acteur politique. Ils sont dans cette démarche-là personnelle. Et nous avons dit, derrière eux, il y a quelque chose. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque nous voyons comment ils ont préparé le lit de ceux qui viennent aujourd'hui et comment on a financé les travaux aujourd'hui. Et nous disons, même au départ, dans leur démarche, dans leur mouvement vers les différentes autorités, ils étaient déjà financés. Mais ils n'ont pas dit ça au peuple. Puisqu'on ne peut pas financer seulement ce qui existe aujourd'hui, alors que ce qui a préparé ce qui existe aujourd'hui n'a pas été financé. Et dans ce studio, je vous avais dit, il y a des gens qui sont derrière ces gens-là. Et aujourd'hui, nous savons ceux qui sont derrière ces gens. Alors, donc nous n'y participons pas. Le cache nous a rejoint, il est revenu au bon sentiment, puisqu'ils se sont rendus compte que ceux qui étaient en train de se faire étaient contre eux. Ils peuvent formuler des recommandations qui seront, mais il n'y a pas de problème, selon F. Bazaïba, opposables à tous. Qui peuvent formuler des recommandations opposables à tous. Non, laissez-moi rire. Mais je crois que vous me taquinez un peu, vous taquinez vos téléspectateurs. Vous pensez que la Moukakine, qui n'est responsable d'aucune institution dans ce pays, qui est dans l'opposition simplement, une opposition d'ailleurs mal organisée, puisse faire des recommandations qui s'opposent aux institutions légalement et légitimement établies dans ce pays. Nous avons fini. Non, mais ça c'est faire. J'ai compris que c'était de l'humour pour faire plaisir à vous. Nous avons fini. Un mot par rapport au bilan du Premier ministre, ce que vous pourrez lui demander ce soir.
Ce que je peux demander au Premier ministre, c'est d'être beaucoup plus dynamique, de redynamiser l'action gouvernementale, de penser à la réduction de train de vie des institutions de la République sans se gêner, même pour l'institution président de la République, et de faire un effort pour écouter la population. La population est dans la misère, certes, et je voudrais que le Premier ministre puisse créer l'union au sein du gouvernement. Qu'on n'ait pas ces connotations ou ces colorations pour dire tel ministre travaille pour tel camp, tel ministre travaille pour tel camp. Je crois que tous ces ministres qui ont été mis sous sa responsabilité, y compris lui-même, c'est pour l'intérêt de la population. Et c'est ça la vision du FCC. Nous pensons que ces gens-là sont au service de la population, doivent accompagner le président de la République dans son action pour que demain, ce qui va être dit comme bilan de cette mandature de 5 ans, 2019 et 2023, puisse être partagé entre le FCC et le CACH de manière convenable, puisque nous nous rendrons compte que nous avons tous participé à cette action de manière correcte. Merci. Dieudonné Moïse, nous rappelons que vous êtes membre du Conseil national du PPRD, député national honoraire de l'ancien parti présidentiel et communicateur du FCC. Merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission Table Ronde. Nous vous disons merci parce que vous étiez nombreux à suivre ce numéro. Nous allons vous retrouver prochainement.